Apprendre à apprendre, ça signifie que vous prenez conscience des potentialités de votre cerveau, vous prenez conscience du fonctionnement de votre cerveau afin de mieux l'utiliser pour apprendre, afin de mieux l'utiliser pour retenir une information, afin de mieux l'utiliser pour mettre sur pied votre projet, afin de mieux l'utiliser pour collaborer avec vos associés, avec vos partenaires, avec votre famille. C'est ça en fait, apprendre à apprendre. Donc ça s'applique dans tous les domaines, ce n'est pas seulement pour étudier, ça s'applique dans la vie au quotidien en réalité. Et si tu as payé pour une formation, c'est pour pouvoir en ressortir avec des connaissances, des aptitudes qui doivent te permettre de pouvoir les appliquer sur le marché. S'il s'agit par exemple d'une formation comme celle-ci, où vous devez créer votre marque, créer votre structure à la fin. Si vous arrivez à la fin et vous dites que c'était enrichissant, ça veut dire que vous avez raté toute votre formation. Et je me suis donc posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne retiennent pas ce qu'on a vu pendant la formation? Ils ne retiennent que les émotions. Et j'ai même fait une statistique. Lorsque les gens assistent à une formation, à une conférence comme celle-ci, 3 semaines après, ils oublient 90% de ce qu'on a vu. 90%. Et ça m'intriguait. J'essayais de me poser la question, comment faire pour améliorer ce pourcentage? Parce que ça veut dire que ça ne leur sert à rien. C'est les gens qui payent pour une formation, mais à la fin, ils ne capitalisent pas au maximum. Et j'ai donc mis sur pied cette stratégie qui permet de pouvoir capitaliser au maximum sur une formation. Et je vais vous présenter donc les 7 techniques que j'ai eu à retenir qui permettent de pouvoir augmenter votre taux de rétention lorsque vous bénéficiez d'une formation. Alors, la première, c'est laquelle? Lorsque vous assistez à une formation, à un cours, à une leçon, ce que vous avez appris pendant la leçon-là, vous devez mettre ça en application maximum 1 semaine après la leçon. Ça veut dire 7 jours maximum après. Si ça dépasse 7 jours, ça diminue votre taux de rétention de 90%. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on a parlé des neurones, de l'influx nerveux, de la mémoire, de l'enfant qui va naître, de tellement de choses. Vous avez certainement pris des notes par rapport à ce qu'on a vu. Vous devez mettre une ou plusieurs choses que nous avons vues aujourd'hui en application avant lundi prochain. Avant lundi prochain, il faut appliquer une de ces choses-là. Appliquer, ça peut être quoi? Appliquer, ça peut être enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à quelqu'un d'autre. C'est aussi ça, appliquer. C'est-à-dire que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Demain, vous rencontrez votre cousin, vous rencontrez votre conjoint, vous rencontrez votre ami et vous lui posez une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui pour savoir s'ils connaissent ça. Et s'ils ne connaissent pas, vous leur apprenez ce que vous avez vu. Ça consolide les connexions. Donc, passer à l'application, ce n'est pas forcément que vous allez prendre les gants et commencer à aller au laboratoire, commencer à fabriquer les trucs. Non. Passer à l'application peut être le simple fait d'apprendre ce que vous venez d'apprendre à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, au plus tard lundi prochain, vous devez déjà avoir appliqué au moins une chose qu'on a vue aujourd'hui. Même si vous êtes des jumeaux homozygotes, vous ne faites pas face aux mêmes expériences. Je prends un exemple. Nous pouvons être jumeaux et jumelles. Et moi, par exemple, je regarde constamment la télé. Je passe mes journées devant la télé. Et toi, tu joues au foot. Là, les connexions ne seront plus les mêmes. Les connexions qui se produisent quand tu joues au foot et les connexions qui se produisent quand on regarde la télé ne sont pas les mêmes connexions. Donc, ce qui fait que progressivement, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ça va modifier la structure de nos cerveaux et faire en sorte que lui, il aura plus de prédisposition d'être footballeur professionnel. Toi, tu auras plus de prédisposition, par exemple, d'être critique mode parce que tous les jours, tu regardais les gens s'habiller à la télé et tu peux savoir que le rouge ne va pas avec telle autre couleur, cette chaussure ne va pas avec tel autre vêtement. En fait, vous avez les mêmes capacités, mais les prédispositions ne sont pas les mêmes parce que l'environnement, le patrimoine génétique et les connaissances ne sont pas les mêmes. En fait, vous devez vous insurger et même bagarrer avec quelqu'un qui vous dit que vous êtes bête. Parce que votre cerveau a un potentiel que vous ne soupçonnez même pas. Oui.
Donc j'ai envie de dire juste que si quelqu'un le dit, c'est juste que c'est une personne ignorante, tout simplement. Ne débattez pas. Je veux dire, quand vous êtes conscient de votre valeur, vous n'allez pas débattre dans ce genre de choses. Donc je vous ai dit, la première chose, c'est de passer à l'action. Deuxième chose, lorsqu'on bénéficie d'un cours, d'une formation ou d'une leçon, on ne recopie pas tout ce qu'on dit. On ne recopie pas, c'est inutile. Pourquoi est-ce qu'on ne recopie pas? Je vais vous donner une autre information concernant la notice de votre cerveau. Alors, cette information, c'est laquelle? Compréhension. Compréhension est égale à attention multiplié par le temps. Ça, c'est une formule qui découle aussi de la notice du cerveau. Pour comprendre quelque chose sur le long terme, il faut associer l'attention et le temps. Maintenant, j'explique avec un exemple. Nous sommes en train de faire actuellement une formation sur le module « Apprendre à apprendre ». Je suis en train de vous transmettre des connaissances que vous avez, dont vous avez besoin pour pouvoir les exploiter plus tard. Ça veut dire que les connaissances que je suis en train de transmettre, il faudrait que vous puissiez comprendre ces connaissances-là. Et pour comprendre ces connaissances-là, il faudrait que pendant que je suis en train de transmettre ces connaissances, que vous puissiez avoir une attention maximale durant le temps imparti pour la leçon. Je prends un exemple. Supposons que pendant que je suis en train de transmettre cette connaissance, votre attention est de 10% durant les 4 heures du cours. À la fin du cours, la compréhension que vous aurez sera de 4 fois 10, ce qui fait 40%. Ça veut dire que si vous avez une attention de 10% pendant qu'on transmet le cours de 4 heures, à la fin, vous aurez une compréhension qui est représentative de 40% seulement de ce qu'on a vu. Si votre attention passe à 50%, vous aurez une compréhension de 50 fois 4, ce qui donne combien? Calcul rapide, 200. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie que plus l'attention est grande, plus la compréhension sera élevée. Quand l'attention est faible, la compréhension sera faible. Maintenant, je vous donne quelques éléments qui peuvent diminuer votre attention pendant qu'on est en train de dispenser une formation ou un cours. Premier élément, le fait de recopier tout ce qu'on dit. Parce que si tout ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de recopier tout ce que je dis, ça diminue votre attention sur ce que je suis en train de transmettre comme information. Et quand ça diminue votre attention, ça va diminuer la compréhension. C'est pour ça que vous serez obligé d'aller lire à la maison pour comprendre. Parce que vous n'avez pas compris en fait pendant qu'on était en train de dispenser. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de recopier totalement ce qu'on dit. Il est recommandé de prendre des notes ciblées. Ça veut dire sur des éléments clés que vous allez aller approfondir tout simplement. Noter intégralement ce qu'on dit est inutile. Deuxième chose qui peut diminuer votre attention, le fait d'utiliser votre téléphone pendant qu'on fait cours. Quand vous utilisez votre téléphone, vous diminuez votre attention. Et quand vous diminuez votre attention, ça diminue la compréhension. En fait, toute activité qui n'est pas ciblée sur le cours, que vous effectuez pendant le cours, diminue votre attention. Et ça aura pour conséquence de diminuer votre compréhension. Ça va vous obliger d'aller relire ce qu'on a eu à voir pendant le cours, ce qui non seulement augmente le temps qui devrait être imparti à la compréhension de cette notion-là, et surtout, ça ne vous garantit pas que forcément en relisant, vous allez comprendre. Parce que ce que vous devez savoir aussi, un autre élément de la notice de notre cerveau, c'est qu'il existe 9 formes d'intelligence. Il existe 9 formes d'intelligence. Les gens qui ont l'intelligence spatiale visuelle, c'est en fait des gens qui ont un sens de l'orientation très élevé. C'est des gens qui vont vous dire, je veux faire le tour du monde en pirogue ou en voile. C'est les gens qui aiment utiliser des outils comme le GPS et des outils de géolocalisation. Je vous prends une autre forme d'intelligence, l'intelligence linguistique.
C'est les gens qui aiment les mots. C'est les gens qui aiment lire. C'est les gens qui aiment écrire. C'est les gens qui seront intéressés à vouloir parler plusieurs langues ou en général parlent plusieurs langues ou sont intéressés à parler plusieurs langues. Ça, c'est une autre forme d'intelligence. Il y a l'intelligence logico-mathématique. C'est les gens qui aiment les chiffres. C'est les gens qui aiment les nombres. C'est les gens que pour les convaincre, il faut les statistiques. Parce que s'il n'y a pas les chiffres, pour eux, ce que tu dis, ça ne sert à rien. C'est les gens qui aiment les calculs. C'est les gens qui sont intéressés par les mathématiques, par la physique, par l'informatique. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, qu'on appelle encore l'intelligence émotionnelle. C'est les gens qui mettent beaucoup plus en avant les émotions. C'est les gens qui, lorsqu'ils étaient au primaire ou alors au secondaire, ils avaient un cahier intime où ils écrivaient « J'ai rencontré Marc aujourd'hui, on s'est embrassé, on a fait ceci, le programme de ma journée. » C'est les gens qui sont très touchés émotionnellement. Ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence émotionnelle. Il y a l'intelligence interpersonnelle. C'est les personnes qui sont très intéressées par les activités en groupe. C'est les gens qui sont empathiques par rapport à ce que les autres font. C'est les gens qui, lorsqu'ils vont pratiquer un sport, vont toujours choisir des sports collectifs. C'est les gens qui seront dans plusieurs réunions, plusieurs associations, parce qu'ils aiment la chaleur humaine. C'est les gens qui, lorsqu'il y a un conflit, ils aiment toujours vouloir venir résoudre le conflit, trouver quelle est la solution qu'on peut apporter au conflit. Il y a l'intelligence musicale. C'est les gens qui sont intéressés par les sons et par la reproduction des sons. C'est les gens qui seront intéressés par jouer un instrument de musique, comme la flûte, comme la guitare, comme le piano. C'est les gens qui vont vouloir reproduire des sons, chanter par exemple. En fait, pourquoi est-ce que je vous explique le fait qu'il y ait beaucoup de formes d'intelligence? C'est pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, ce n'est pas parce que votre talent ne s'exprime pas dans une forme d'intelligence que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire des mathématiques que vous n'êtes pas intelligente. C'est juste que vous n'avez pas cette forme d'intelligence prédominante chez vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bonne en langue que vous n'êtes pas intelligente. Peut-être votre intelligence est l'intelligence musicale. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bonne en, j'ai envie de dire, en intelligence interpersonnelle ou alors en résolution de conflits que vous n'avez pas d'intelligence. Peut-être vous avez une autre intelligence qu'on appelle l'intelligence corporelle, kinesthésique, qu'on appelle encore l'intelligence kinétique, qui est là de manier son corps pour pouvoir en faire de cela une activité. C'est ça qui donne de très bons chirurgiens. C'est ça qui donne de très bons athlètes, de très bons footballeurs. C'est aussi une forme d'intelligence. Peut-être vous avez l'intelligence existentielle. Ce sont des personnes qui aiment remettre en question l'existant. C'est des gens qui vont vouloir faire des disciplines comme la philosophie, comme l'astrologie. C'est des gens qui vont vous dire que Dieu n'existe pas. Et ils vont débattre pendant toute la journée pour vous expliquer qu'il n'existe pas. En fait, tout le monde a toutes ces formes d'intelligence. C'est pour ça qu'à la fin de ce module, ça fait partie des supports que je vais vous donner. Donc vous aurez un support pour faire l'exercice, pour calculer la forme d'intelligence qui s'exprime la mieux chez vous. Parce que nous tous, on a toutes les formes d'intelligence, mais pas avec les mêmes proportions. Parce que notre environnement, notre patrimoine génétique et les connaissances dont on a bénéficié depuis que nous sommes nés, a fait en sorte qu'il y a certaines formes qui s'expriment mieux que les autres. Il est important que vous puissiez déterminer quelle est votre forme d'intelligence. Parce que cette forme d'intelligence va vous permettre de savoir dans quelle discipline vous allez plus exceller. Parce que ce que vous devez retenir, c'est qu'il est impossible d'être excellent si vous ne synchronisez pas le travail que vous faites au quotidien et votre passion. Si les deux ne sont pas synchronisés, vous ne pouvez pas être excellent. Aujourd'hui, vous avez déjà rempli une condition. C'est que participer à cette formation montre que vous êtes passionné par la cosmétique. Donc, vous avez déjà rempli une des conditions. La deuxième condition à remplir, c'est de travailler. C'est d'apprendre. C'est de développer vos connaissances au quotidien. Parce que, étant donné que la passion est déjà là, en synchronisant les deux, ce sera plus facile d'atteindre l'excellence. Si l'un manque, ça ne fonctionne pas. Parce que la passion seule ne suffit pas. Mais si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez synchroniser votre passion et le travail que vous effectuez. Ça veut dire que si la proportion de l'intelligence logico-mathématique n'est pas très importante chez vous, mais que malgré ça, vous êtes passionné par les mathématiques et vous travaillez, vous serez excellent. Tout simplement. On peut développer une forme d'intelligence qui ne s'exprime pas encore fortement chez nous. C'est possible. Troisième chose, se fixer un but et le fragmenter en petits objectifs. Se fixer un but et le fragmenter en petits objectifs. J'explique.
vous avez décidé d'assister à cette formation, vous pouvez décider que votre but, c'est au bout de 6 semaines, créer votre industrie de cosmétiques. Ça peut être ça votre but. Votre but, ça peut être de créer votre marque de produits cosmétiques au bout des 6 semaines. Votre but peut être de fabriquer vos produits cosmétiques pour vous-même à la maison et votre famille au bout de 6 semaines. Votre but peut être d'ouvrir un institut de beauté et dans votre institut de beauté, fabriquer les produits cosmétiques que vous allez utiliser pour faire des soins, comme des soins de visage, comme des gommages, comme des massages, ainsi de suite. Ça, c'est le but que vous vous fixez. Et vous tous, vous devez avoir un but avant demain. Avant que demain n'arrive, chacun doit avoir le but qu'il doit atteindre après les 6 semaines. Tout le monde. Dès que vous avez défini ce but, il faut maintenant fragmenter ce but en petits objectifs. Parce que vous ne pourriez pas atteindre le but de façon globale en une fois. Fragmenter en petits objectifs, ça signifie que 1. Voilà les modules que nous allons voir tout au long de la formation qui doivent m'aider à atteindre mon but. Je vais donc fragmenter mon but en petits objectifs journaliers. Lundi, on a vu apprendre à apprendre. Je rentre à la maison. Je fais le résumé de ce qu'on a vu. Je prends un document ou 2 documents qui parlent d'apprendre à apprendre. Si le document fait par exemple 20 pages, je me dis que je vais lire ce document-là en 5 jours. Donc je vais diviser 20 pages par 5, ce qui donne combien? 5. Ça donne 4, effectivement. Je décide de lire 4 pages par jour. À la fin de la journée d'aujourd'hui, je fais le bilan de ce que j'ai eu à faire tout au long de cette journée. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a vu le matin? Qu'est-ce que j'ai lu? Les 4 pages, est-ce que j'ai pu bien lire les 4 pages? Est-ce que je peux restituer ce que j'ai lu dans les 4 pages? Est-ce que j'ai mis en application ce qu'on a vu? Et je fais un bilan au fond, au terme de la journée pour faire le bilan de ce que j'ai eu à faire et les objectifs que j'ai pu atteindre. Le lendemain, je refais un bilan de ce que j'ai fait la veille. Et je me fixe les nouveaux objectifs du lendemain que je vais réévaluer à la fin de la journée. En fin de semaine, je fais la même chose, cette fois pour tout ce que j'ai fait durant toute la semaine, de lundi jusqu'à samedi. Et ensuite, je me fixe les objectifs de la semaine qui suit, que je vais encore suivre jour après jour. En fait, la pertinence de cela, c'est quoi? C'est que ça va me permettre au quotidien d'atteindre objectif par objectif qui, mis ensemble au bout de 6 semaines, vont me permettre de pouvoir atteindre mon but que je me suis fixé. L'avantage que vous avez, c'est que le but que vous vous fixez a déjà été fragmenté en petits objectifs qui sont les modules. Ça, c'est l'avantage que vous avez. Mais pour les autres formations, ou alors pour toute autre activité, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous fixez votre but, il faut toujours un délai. Vous avez vu là, c'est 6 semaines. Ce n'est pas juste je vais créer mon industrie cosmétique, c'est vague. Il doit avoir un délai. Ça peut être 6 semaines, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 an. Dès que c'est fait, vous fragmentez en petits objectifs, c'est-à-dire semaine après semaine, jour après jour. Qu'est-ce que je fais? À la fin d'une semaine, il faut évaluer. C'est pour ça qu'à la fin de chaque semaine, il y a une évaluation théorique et pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut consolider les connexions qui ont été créées entre les neurones de tout ce que j'ai eu à voir tout au long de la semaine. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va s'effacer. Ça, c'est ce que j'explique dans cette 3e partie. Donc, on se fixe un but avec un délai. On fragmente ce but en petits objectifs et on évalue jour après jour pour se rassurer qu'on est en train d'atteindre son objectif en remplissant les objectifs quotidiens qu'on s'est fixés. Je prends un autre exemple. Vous pouvez dire que je veux lire un livre sur la cosmétique ce mois.
Vous trouvez un livre qui fait par exemple 500 pages. Et vous devez le lire en un mois. Ça, c'est votre but. Lire ce livre en un mois. Vous divisez 500 pages par 30. Vous voyez le nombre de pages que ça donne par jour. Et tous les jours, vous lisez uniquement le nombre de pages là. L'objectif n'est pas forcément de lire entièrement toutes les pages. L'objectif, c'est de vous fixer une discipline. Ça veut dire que si au bout d'un mois, vous n'avez pas lu 500 pages, mais vous avez seulement lu 400, au moins, vous avez atteint 80% de votre but. Et c'est déjà mieux que le fait de juste dire, je vais lire un livre en un mois. Et de lire peut-être 20 pages aujourd'hui. Demain, vous ne lisez pas. Après, demain, vous lisez 4 pages. Après, vous passez encore une semaine sans lire. Ce n'est pas efficace. Les connexions s'effacent rapidement quand vous faites comme ça. Par contre, quand ça devient une discipline quotidienne, même si c'est un tout petit objectif tous les jours, c'est plus efficace que de prendre un grand objectif que vous allez faire aujourd'hui. Vous allez encore sauter 4 jours, vous allez encore sauter une semaine. C'est le cordon ombilical qui est en fait l'élément qui permet de nourrir et de développer l'enfant, provenant de sa mère. Donc tout ce que la mère consomme, il y a une partie qui va chez l'enfant. Ce qui fait que quand l'enfant est dans le ventre, il n'a aucun stress. Tout ce qu'il a à faire, c'est juste de grandir. Il ne stresse pas. Il ne respire pas. Il ne marche pas. Il ne mange pas lui-même. C'est sa mère qui fait tout pour lui. Et ça passe par le cordon ombilical. Ce qui fait que la vie intra-utérine, c'est une vie sans stress. Si on peut utiliser l'expression. Donc, en fait, l'enfant, tout ce qu'il a à faire, c'est juste de grandir. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant doit sortir du ventre? Le liquide amniotique commence à sortir. Parce que quand l'enfant sort de la filière génitale, l'air entre dans ses poumons. Ça gonfle ses poumons, qui ne fonctionnaient pas, puisqu'il n'avait pas besoin de respirer dans le ventre. Donc, l'environnement extérieur lui fait comprendre que désormais, mon ami, tu vas respirer toi-même. Et ça produit un choc qui est en train de pleurer. Mais ce n'est pas tout. L'environnement extérieur lui fait comprendre que désormais, tu vas manger toi-même. On coupe le cordon. L'environnement extérieur lui fait comprendre que désormais, tu vas réguler ta température toi-même. Parce qu'avant, c'est ta mère qui régulait ta température pour toi. Désormais, tu vas marcher toi-même. Désormais, tu vas te battre toi-même pour survivre. Et en fait, c'est un événement qui laisse des séquelles dans le cerveau. Notamment dans notre partie inconsciente, qui contrôle 80% de nos attitudes et de nos comportements. En fait, ça fait comprendre à l'enfant que tu étais dans un état où tu étais tranquille, sans stress. Quand tu as quitté cet état-là, ça a été trop douloureux. Il y a trop de choses qui ont changé. Donc, votre inconscient va commencer à vous protéger de tout changement brusque. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vouloir brusquement changer votre état, votre inconscient va tout faire pour vous en empêcher. Ça découle de la naissance. Si vous êtes salarié et vous voulez passer de salarié à entrepreneur, votre inconscient va vouloir vous protéger. Elle vous dit non, c'est dangereux. Pourquoi tu veux entreprendre? C'est trop risqué. Restons là, on n'a notre salaire à la fin du mois, tranquille. On n'a pas besoin de réfléchir que le marketing, machin. Le patron il nous dit seulement ce qu'on doit faire, il nous paye. Comment tu veux laisser ça pour aller créer ton salaire toi-même? Non, c'est dur. Reste ici. C'est pour ça que vous allez rédiger votre demande de, par exemple, votre lettre de démission. Ça va rester dans la machine pendant 20 ans. Vous allez dire que non, j'attends le jour où le patron sera content pour lui donner. Parce que démissionner, ce sera un processus trop difficile. Votre inconscient va vous empêcher de faire ça. Il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas. C'est pour ça que quand je vous ai demandé de fragmenter votre but en petits objectifs, je vous ai dit qu'il faut toujours mesurer. Ça veut dire qu'il faut fixer le but avec un délai. Mettre le délai, c'est une manière de mesurer. Ça veut dire que si je dis que c'est en 6 semaines que je vais le faire et que nous sommes déjà à 7 mois, ça veut dire que ça ne marche pas. Si j'ai décidé que je dois lire un livre de 100 pages en 5 jours et que nous sommes déjà à 12 jours, ça veut dire que ça ne marche pas. Parce que j'ai mesuré. Parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Même avec vos finances. Si vous ne faites pas le reporting financier au quotidien,
Ça veut dire vous notez vos entrées, vos sorties, vos soldes, les désignations de vos entrées, de vos sorties. Si vous ne faites pas ça chaque jour, vous ne pouvez pas améliorer vos entrées. Vous ne pourriez pas réduire vos dépenses pour optimiser votre rentabilité. C'est impossible de le faire si vous ne mesurez pas au quotidien. C'est pour ça qu'il faut mesurer. Donc, pour mieux capitaliser sur un cours, une formation comme celle-ci, il faut mesurer ce que vous faites. Ça veut dire que si j'ai appris aujourd'hui cette technique ou cette solution qui me permet de mieux apprendre mes cours, il faut qu'au bout d'une semaine, je sois capable de maîtriser les 7 solutions-là en une semaine. Donc, après une semaine, il faut que je fasse une évaluation personnelle pour revoir les 7 solutions-là si je suis capable de les restituer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une compagnie qui s'appelle Ryanair. C'est une compagnie qui s'est spécialisée dans le low cost. Ça veut dire les billets d'avion à des prix extra concurrentiels. Alors, ils ont adapté une stratégie, c'est laquelle? C'est de continuellement optimiser les coûts. Et ils ont fait une expérience qui aujourd'hui fait légion. Ils se sont rendus compte que quand on sert les plats de nourriture dans l'avion, avant ils mettaient les petits pois dans tous les plats. Et ils s'étaient rendus compte qu'à la fin du voyage, ils se rendaient compte qu'il y a des gens qui n'ont mangé aucun petit pois. Certains ont mangé juste 4, d'autres ont mangé juste 2, certains ont fini. Ils se rendaient compte qu'en fait, ce sont des dépenses. Ils ont donc décidé de supprimer tous les petits pois dans les plats. Donc, ils servaient maintenant les pois sans petits pois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gardaient juste quelques petites boîtes de petits pois. Au cas où quelqu'un vient à la cuisine et dit que « Est-ce que vous n'avez pas les petits pois ?» C'est dans ce cas-là qu'ils prennent quelques petits pois et ils leur donnent. Vous savez ce que ça leur a permis de faire? En une année, ils ont économisé 1 million d'euros. Juste en enlevant les petits pois. Ça, c'est la puissance lorsqu'on mesure ce qu'on fait. Parce que quand on mesure, on peut optimiser et améliorer. Quand on ne mesure pas, qu'est-ce qu'on fait? On met seulement les petits pois. Les gens ne font que jeter, les gens ne font que jeter. Ah bon, tu dis que c'est les petits pois, non, c'est quoi? Voici une application maintenant de ça dans votre industrie cosmétique ou dans votre institut de beauté. Vous faites les soins de visage. Et en faisant les soins de visage, vous utilisez par exemple 4 gels. Ou alors vous utilisez par exemple telle quantité de produits ou telle quantité d'huile essentielle. Ou alors telle quantité par exemple de démaquillant. Si vous ne mesurez pas ça, vous ne pourriez pas optimiser. Parce qu'en mesurant, vous allez vous rendre compte que, mais en fait, je gaspille trop l'huile essentielle. En fait, je gaspille trop les éponges. En fait, je gaspille trop les mouchoirs. Parce qu'au lieu d'utiliser 30 mouchoirs, je peux utiliser même seulement 4. Et rien qu'en diminuant les mouchoirs, en calculant, vous allez vous rendre compte que sur un trimestre, sur un an, vous épargnez une somme d'argent que vous aurez pu investir ailleurs ou même garder dans votre compte, qui augmente votre rentabilité. Mais comme on ne mesure pas, on utilise juste, on jette, on utilise, on jette, on ne calcule rien, on utilise, on jette. Et quand je dis mesurer, ça doit être mesuré au millimètre près. C'est que ce n'est pas que tu achètes un carton de lingettes et puis après tu dis que non, j'ai utilisé un carton de lingettes en 2 semaines. Non, c'est vague. Le carton de lingettes là, ça m'a permis de faire combien de soins? Sur chaque soin, j'ai utilisé combien de lingettes par personne? En moyenne, j'utilise combien de lingettes? Si tu te rends compte qu'en moyenne, c'est peut-être 4 lingettes, tu dis que ok, je vais essayer de faire un soin avec 3 lingettes. Oui, pour voir si c'est possible. Ça peut même te permettre d'optimiser la méthode ou la procédure d'un soin. Parce que tu peux te rendre compte que, en fait, avant de faire le soin, je démaquillais d'abord avant de faire ceci. Maintenant, au lieu de démaquiller avant de faire ceci, je vais d'abord faire ça parce que ça va me permettre d'économiser une lingette. Oui, ça peut te permettre d'optimiser le procédé et de réduire les coûts. Ça n'a l'air de rien. Mais bien sûr, parce que optimiser veut dire qu'on améliore, on transforme ce qu'on faisait, qui nous faisait dépenser beaucoup, en quelque chose qui nous permet toujours d'avoir le résultat, mais en dépensant moins. C'est ça la différence entre l'efficacité et l'efficience. Si on te dit par exemple que voilà, nous sommes en Vocada, pour aller au stade Omnisport, choisis entre la moto, la voiture et l'hélicoptère. Quand je dis que je fais cette expérience, il y a des gens qui choisissent l'hélicoptère. En fait, l'hélicoptère, c'est efficace comme moyen, mais ce n'est pas le moyen le plus efficient. Le moyen le plus efficient, c'est la moto. Parce que ça te permet d'arriver au résultat en dépensant le moins. Et vous, on te dit que tu as dépensé 50 000 carburants en quelques minutes. Donc, dans ton entreprise ou dans vos entreprises respectivement,
vous devez toujours rechercher quelles sont les solutions les plus efficientes pour arriver au résultat. Ça veut dire les solutions qui permettent de dépenser le moins possible, mais qui permettent toujours d'arriver au résultat. Vous allez essayer sur une deuxième, essayer sur une troisième, avant de comprendre qu'en fait, dans mon procédé, il y a tel élément là qui ne fonctionne pas bien. Il faut que je change ça. Au début, peut-être ça va vous coûter de l'argent, mais ça fait partie de l'apprentissage, c'est normal. Personne ne commence à devenir, en étant excellent. Au début, on apprend. Donc, dans le processus d'apprentissage, il faut accepter de vous tromper. Parce que quand vous vous trompez, ça montre au moins que vous avez déjà fait la première étape. Ça veut dire passer à l'action. Oui, parce que ceux qui ne se trompent pas, c'est ceux qui ne passent jamais à l'action. Ceux qui ne se trompent pas, c'est ceux qui ne testent jamais rien. Parce que le seul moyen de ne pas se tromper, c'est de ne rien faire, de ne rien dire, de n'être rien, de disparaître en étant le néant. Oui, là, vous n'allez jamais vous tromper. Mais du moment où vous essayez, du moment où vous passez à l'action, sachez que vous allez vous tromper. Et ça va arriver le plus souvent. Mais vous devez juste garder en tête que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. On apprend plus d'un échec que de la lecture de 200 livres. L'échec, c'est une expérience vivante qui va vous permettre d'accumuler une connaissance que vous n'auriez jamais dans un livre. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'étais très fort et je faisais des compétitions avec des joueurs de Comcana, puisque moi j'ai grandi à Comcana. Et ceux de Douala, on faisait des compétitions régulièrement. Un jour, on joue aux jeux vidéo, je joue avec quelqu'un qui me challengeait. Puisqu'on chargeait 25 pour jouer, il met 25, je le gagne. Il met encore, je le gagne. Il était déjà à 2000 et je gagnais à chaque fois. Il y a un moment, il m'a gagné une fois. J'ai frappé l'écran s'est cassé. En disant, comment il fait pour me gagner? Et ce jour, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, tu penses que tu vas toujours gagner? Moi, depuis, j'ai déjà dépensé plus de 2000. S'il fallait que je casse l'écran chaque fois que je perds 25 aussi, c'est qu'on a déjà brûlé la salle de jeu. Sache qu'on ne gagne pas toujours. Il y a des moments où tu vas faire tout ce qu'il faut faire et ça ne va pas marcher. Il a peur d'échouer et être jugé par la société. Pourtant, vous, quand vous allez créer votre marque de produits cosmétiques, on va vous insulter au début. Et on vous dit que celle-là, elle croit même que quoi? Celui-là, il croit que quoi? Qui peut gagner l'argent avec la cosmétique? Les gens ont déjà saturé le marché. Tu crois que tu vas faire quoi? C'est ça que les gens vont te dire. Mais considère que c'est un apprentissage, c'est une étape, c'est une aventure qui aura ses difficultés, ses challenges. Mais conscient du fait que ça fait partie du jeu, prends ça avec beaucoup de positivité et beaucoup d'objectivité. Et la dernière chose, c'est que la meilleure manière de retenir une information pendant longtemps, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une méthode plus efficace. La meilleure façon de retenir une information, c'est d'enseigner ce que vous avez retenu à quelqu'un d'autre. Donc, durant toute la formation, tout ce que vous allez apprendre, enseignez ça à quelqu'un d'autre. Ça peut être une copine, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. Ne loupez jamais une occasion d'enseigner à quelqu'un d'autre ce que vous avez appris. Parce que quand vous enseignez à quelqu'un d'autre, ça solidifie les connexions. Ça les rend plus rigides. Et ça fait que vous puissiez retenir ça plus longtemps sur le long terme. Si vous gardez les informations pour vous, les connexions vont s'effriter et s'effacer. C'est comme ça. Donc voilà dans les 7 étapes par lesquelles vous pouvez beaucoup plus facilement capitaliser sur un cours, sur une conférence, sur un atelier ou sur une formation. Donc à partir de demain, lorsqu'un enseignant va venir devant vous, vous présenter une leçon, vous présenter un savoir, vous apprendre à fabriquer un produit, appliquez ces étapes-là. Parce qu'en appliquant ça, vous allez retenir plus longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne s'efface de vos cerveaux. C'est juste que vous n'avez plus accès à l'information, mais c'est toujours dans le cerveau. C'est même la raison pour laquelle il y a toute une discipline qu'on appelle l'hypnose. D'où vient le terme hypnotiser. C'est une discipline qu'on utilise par exemple à l'hôpital, qu'on utilise aussi dans les enquêtes, notamment lorsque vous avez été témoin d'une scène de meurtre. On peut pratiquer de l'hypnose
afin de retrouver l'information de la scène de meurtre dans votre cerveau, même si vous ne vous rappelez plus, pour faire un portrait robot, par exemple. Oui, on utilise l'hypnose. Donc l'information est toujours dans le cerveau, sauf que vous n'avez plus accès à l'information. En fait, les connexions sont toujours dans le cerveau, sauf qu'elles ne sont plus suffisamment solides pour que vous puissiez vous rappeler de ça spontanément. Alors, la deuxième forme de mémoire, c'est la mémoire sur le long terme. Il y a 3 types de mémoire sur le long terme. Il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est quoi par exemple? C'est le jour de votre anniversaire. Vous n'allez pas oublier le jour de votre anniversaire. En général, parce qu'il faut les cadeaux, il faut machin et tout. Deuxième forme de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, ce sont des connaissances que vous avez pu accumuler pendant longtemps. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être n'importe où. Et la troisième forme de mémoire, c'est la mémoire procédurale. C'est par exemple lorsque vous avez appris à conduire ou alors à pédaler un vélo. Vous allez vous rendre compte que quand vous apprenez à conduire, au début, vous êtes conscient de tous les gestes que vous faites dans la voiture. Et quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous savez que je suis en train d'appuyer. Je ne dois pas appuyer fort, sinon on va faire l'accident. Je ne dois pas trop accélérer. Quand vous avez la main sur le volant, vous êtes conscient que vous êtes en train de tourner. Mais quand vous savez déjà conduire, vous pouvez conduire en téléphonant. Et vous pouvez conduire, vous roulez en route, vous parler à quelqu'un, parce que ça devient inconscient. C'est ça qu'on appelle la mémoire procédurale. Donc voilà les 3 formes de mémoire sur le long terme. Épisodique, sémantique et procédurale. Et vous voyez que ce type de mémoire, ça reste longtemps. Quand vous avez appris à conduire, en général, c'est difficile que vous puissiez oublier. On peut juste faire un recyclage, mais vous avez toujours les principes de base. Si vous avez appris à pédaler le vélo, c'est difficile que vous puissiez oublier. Vous ne pouvez pas oublier le jour de votre premier accouchement. Vous ne pouvez pas oublier le jour de votre mariage. Vous ne pouvez pas oublier le jour de votre premier rapport sexuel. Vous ne pouvez pas oublier le jour où vous avez été victime d'un accident grave. Ça, on n'oublie pas. Les principaux organes de sens, ce sont les 5 qu'on a cités là. Alors, les organes de sens permettent de vous mettre en relation avec l'environnement extérieur. Donc, ça permet de connecter l'organisme avec l'environnement extérieur. Et ce sont les organes de sens qui permettent de retenir pendant longtemps. Je vous explique comment. On a pris les 5 organes de sens. On a dit qu'il y a l'œil. Ensuite, on a les oreilles. Ensuite, on a la langue. Ensuite, on a la peau. Et on a le nez. Voilà les 5 organes. Ce qui se passe donc, c'est quoi? Supposons que vous entrez dans une parfumerie. Vous entrez dans une parfumerie. La conseillère beauté qui est là vient vous accueillir à l'entrée. Bonjour madame, comment vous allez? Entrez s'il vous plaît, installez-vous. Vous entrez. Quand vous entrez, vous vous asseyez, il y a un écran qui est là et vous êtes en train de regarder un spot publicitaire d'une marque cosmétique qui est en train de passer à l'écran. Quelques minutes après, elle vient, elle vous présente un catalogue de produits. Mais avant ça, elle vous demande, madame, nous allons d'abord commencer par analyser votre peau afin de pouvoir savoir exactement quels sont les types de produits que vous pourriez utiliser. Elle analyse votre peau. À la fin, elle vous présente que voilà, vous avez une peau grasse qui a telle caractéristique, etc. Et voici le type de produits qui peuvent être intéressants pour vous. Elle vous montre les échantillons de produits, elle vous demande de les humer. Vous sentez les odeurs des produits, vous sentez les odeurs, vous testez, ça éteint sur votre peau, vous essayez de voir exactement comment ça réagit. Et puis, dès que vous choisissez peut-être 2 ou 3 produits, vous achetez. Elle vous met ça dans un plastique, elle vous dit vraiment au revoir madame, à la prochaine, on reste en contact. Si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à nous contacter, soit à travers notre page Facebook ou en venant dans notre parfumerie à nouveau, ou même sur WhatsApp, pourquoi pas. Et vous rentrez. Alors, ce qui s'est passé dans votre cerveau, c'est quoi? C'est que tous les différents organes de sens-ci ont été stimulés. Ça veut dire que vos yeux ont vu un certain nombre de choses, que ce soit ce qui se passait à la télé, que ce soit tous les produits qui étaient disposés dans les rayons, ou alors les serveuses et tout ce qui était là. Donc, il y a eu une stimulation au niveau des yeux, une stimulation au niveau des oreilles, tout ce que vous avez écouté, une stimulation au niveau de la langue, si vous avez eu à goûter des choses là-bas. Si vous n'avez rien goûté, il n'y aura rien de particulier. Tout ce que vous avez touché, ça veut dire que ce soit des produits, ou alors si on a eu à vous toucher là-bas, pour vous faire par exemple une expérience, ou alors analyser votre type de peau, et tout ce que vous avez humé comme odeur de produits cosmétiques. C'est-à-dire que vos organes de sens ont été stimulés par rapport à l'expérience que vous venez de vivre dans cette parfumerie.
Maintenant, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Dans le cerveau, il y a donc une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Cette partie s'appelle l'hippocampe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que vous avez vu, il y a une connexion qui va se créer, un influx nerveux qui va se créer entre ce que vous avez vu et l'hippocampe. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les neurones, la connexion qui se crée entre les neurones. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est entre l'organe de sens qui a été stimulé et la partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe que la connexion là va se créer. C'est la même chose qui va se passer avec ce que les oreilles ont entendu, avec la langue, avec la peau, avec le nez. En fait, chaque fois que les organes de sens sont stimulés, il y a une connexion qui se crée entre l'organe de sens en question et l'hippocampe. Et le même phénomène dont va se produire, c'est que la connexion là peut s'effacer. Et si la connexion là s'efface, vous allez oublier la scène où vous êtes allé à la parfumerie. Pour retenir une information sur le long terme, il faut que cette information soit associée à une émotion. Si vous vous habituez et si vous exercez votre mémoire, ce sera plus facile. Vous allez arriver à vous rappeler des choses plus facilement. Parce qu'il y a des techniques. Au moins, le mois, vous n'avez pas oublié, l'année, vous n'avez pas oublié. Il faut juste qu'on vous pose 2, 3 petites questions et le jour va revenir. Vous avez peut-être appris à fabriquer un savon. On vous a donné l'information. Maintenant, on veut que vous puissiez nous dire comment fabriquer un savon. Il y a 2 mécanismes. Premier mécanisme, c'est lequel on appelle ça le questionnement. Donc, je vais te poser la question, comment fabriquer un savon hydratant? Et quand je vais te poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller rechercher les connexions là dans ton cerveau, du jour où on a fabriqué le savon, pour essayer de savoir exactement quels sont les intrants qu'on avait utilisés, comment est-ce que le procédé opératoire se faisait et comment est-ce qu'on faisait pour arriver au savon. La deuxième façon, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un stimuli. Ça veut dire que tu as un savon face à toi ou tu es en train de te laver avec un savon et directement, ça te rappelle le savon que tu as déjà eu utilisé avant que tu avais fabriqué. Et ça peut même te permettre de définir ou alors d'imaginer les intrants. Ça se fait dans tous les domaines. Il y a des femmes qui goûtent une sauce, elles peuvent te dire tous les ingrédients qu'il y a dans la sauce. Elles goûtent une sauce, elles te disent que dans la sauce, on a utilisé ça, on a utilisé ça, on a utilisé ça. Il y a des personnes qui goûtent un jus, ils te disent ce qu'il y a dans le jus. Ils te disent les ingrédients qu'on a utilisés dans le jus. Ça a même développé tout un métier qu'on appelle les goûteurs de vin. Ils te goûtent un vin et ils te disent exactement ce qu'on a utilisé, combien de temps on a conservé le vin là. Pourquoi est-ce que les gens réussissent à faire ça? C'est à cause des connexions. Parce qu'il a eu à boire un vin, il a appris de quoi est constitué le vin et il a mis donc une connexion entre le goût de ce vin-là et les constituants de ce vin. Donc le jour où il va goûter un vin qui a un goût similaire, il va pouvoir déduire directement tout ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas parce que c'est enregistré dans son cerveau, c'est parce que les connexions sont toujours là. Et la connexion qui a permis de relier ça, c'est l'organe du goût. Comment faire pour que la connexion reste solide longtemps? Il y a 2 techniques. J'ai déjà présenté une. La première technique, c'est la charge émotionnelle. Il faut mettre des émotions pour que l'événement soit retenu pendant longtemps. C'est ça qu'on appelle la consolidation d'une information. Consolider une information, ça veut dire que faire en sorte que la connexion reste solide longtemps pour qu'on puisse s'en rappeler sur le long terme. La première chose, ce sont les émotions. Et les émotions, il y a certaines émotions qui fonctionnent mieux que d'autres, qui permettent de retenir plus que d'autres. Il y en a 2 principalement qui fonctionnent mieux que toutes les autres. La première, c'est la colère. Et la deuxième, c'est la peur. Voilà les 2 émotions qui fonctionnent les mieux. Non, la joie, la colère fonctionne mieux que la joie. La peur fonctionne mieux que la joie. Je vous prends un exemple. En médecine, par exemple, l'émotion la plus utilisée, c'est la peur. Parce que quand on te dit que si tu fais un rapport sexuel non protégé, le sida, en fait, c'est l'émotion de la peur qu'on est en train d'utiliser pour te conditionner à utiliser un préservatif. C'est la technique marketing qu'on utilise en médecine, la peur. Parce que s'il n'y avait pas cet événement de la peur de la maladie, les gens n'allaient plus utiliser le produit. Les émotions.
et les décisions, ce qui concerne notamment la prise des décisions, tous ces trois éléments se trouvent dans une même partie du cerveau. Et cette partie du cerveau porte le nom du cerveau limbique. Ça porte le nom du cerveau limbique. La partie du cerveau qui contrôle à la fois la mémoire, les émotions et la prise de décision, c'est dans la même partie du cerveau. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on stimule vos émotions, on peut facilement vous pousser à prendre une décision. Lorsqu'on stimule vos émotions, vous retenez une information pendant plus longtemps, parce que c'est dans la même partie du cerveau. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la charge émotionnelle qui permet de pouvoir retenir une information pendant longtemps, comme on l'a vu avec des exemples. Et la deuxième chose, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est la répétition inconsciente qui se produit pendant le sommeil. Parce qu'il y a une consolidation de l'information qui se produit pendant le sommeil. C'est pour ça qu'il est recommandé d'apprendre des choses intéressantes avant de dormir. Ce n'est pas pour rien que les films qui font peur, c'est dans la nuit. Pourquoi c'est uniquement dans la nuit? Parce que quand on génère l'émotion de la peur à travers ce film qui est diffusé à 23 h ou à minuit, et qu'entre deux parties du film, on met une affiche publicitaire, quand le film finit et tu vas dormir, il y a une consolidation inconsciente qui se produit qui fait que tu vas retenir la marque là plus longtemps. C'est du marketing qui est basé sur le fonctionnement du cerveau à travers le mécanisme de consolidation inconsciente qui se produit pendant le sommeil et qu'on génère à travers les émotions comme la peur dans les films d'horreur. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que dans la plupart des films, dans la plupart des clips, vous allez toujours voir des femmes qui sont nues ou des femmes qui se bougent partout avec les habits pratiquement vides sur elles? C'est parce qu'on veut susciter les émotions. Parce que les émotions permettent de retenir l'information plus longtemps. Donc, dans un des supports que je vais vous donner, vous allez voir ce que j'appelle la roue des émotions, dans cette roue-là, vous allez voir toutes les émotions primaires, comme la joie, comme la peur, comme la colère, et les émotions complexes, qui sont des associations d'émotions. Parce que quand vous allez faire concevoir des messages marketing pour votre marque de produits cosmétiques, rappelez-vous toujours que pour que le client retienne l'information de ma marque longtemps, il faut les émotions. S'il n'y a pas d'émotion, il va vous oublier. Si dans votre communication publicité, il n'y a pas d'émotion, il va oublier. Si dans votre spot publicité, il n'y a pas d'émotion, ben, il va vous oublier, tout simplement. Ça arrive, on appelle ça les oublis spontanés. Et en fait, vous voulez faire quelque chose, vous partez faire cette chose, mais vous oubliez pourquoi vous êtes arrivé là-bas. Et en général, c'est quand vous revenez à l'endroit initial que vous vous rappelez que, mais en fait, c'était le couteau que je voulais aller chercher. C'est parce qu'il y a des interférences dans le parcours qui font en sorte que certaines connexions s'effacent et vous fait oublier ce pourquoi vous êtes allé à cet endroit-là. Il y a ce qu'on appelle les événements de déjà-vu. Il y a des fois, vous restez comme ça, vous avez l'impression que ce qui est en train de se produire maintenant, ça s'est déjà produit avant. Et vous pouvez m'anticiper que mon ami là, il va venir comme ça, après il va repartir, il va faire ceci. En fait, ce sont les connexions. Puisqu'il y a une connexion qui vient de se produire là, qui est similaire à certaines connexions qui s'étaient produites avant. Ça crée donc un flou et une illusion dans votre cerveau. Et le cerveau a l'impression que c'est l'événement d'avant qui est en train de se produire maintenant et vous retransmet l'image de l'événement d'avant. C'est ça qu'on appelle les événements de déjà-vu. Donc c'est dû à certains fléaux qui se produisent dans le cerveau. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour retenir une information, il faut la transmettre à quelqu'un d'autre. 2, le meilleur moyen de consolider une information, c'est d'utiliser la charge émotionnelle et la consolidation inconsciente qui se produit pendant le sommeil. 3, il existe 7 techniques à appliquer lorsqu'on veut capitaliser sur le contenu d'un cours, d'une leçon ou encore d'une formation. Voilà les bases de la notice de votre cerveau.